Alors, moi, j'ai peut-être je reprends le micro parce que là, je me suis mise à genoux. Je suis devant vous à genoux. Justement, Guillaume, c'était à vous que je voulais passer la parole parce que j'ai senti, si je peux me permettre, quand je vous connais pas depuis très longtemps, hein, mais un tel tonus dans ce que vous mettez et donc aussi dans la volonté d'aller au-delà. Ce qui est sympa, c'est que vous agissez tout de suite et en même temps, vous mettez un horizon pour bien montrer ce que vous voulez faire après. Et vous dites, bon, il y a le Covid, il y a la première vague, il y a la deuxième vague, peut-être qu'il y aura la troisième, mais ensuite, il y a d'autres choses. Comment vous arrivez, je dirais, à la fois à vous automotiver, mais aussi à motiver tout ce qui est autour sur la suite, globalement sur les prochaines étapes et avec votre visée dont on a bien compris, et je pense qu'il y a quelqu'un en bout de ligne qui doit se délecter de tout ce qu'on dit là, c'est sur la prévention et sur la prévention première. Donc la prévention, c'est à la fois de l'anticipation, bien sûr, mais c'est de l'anticipation active. Donc, Guillaume, à vous, je sucre mon micro et je vous le passe et on repasse la parole à Madame Lebrun si elle veut bien après. Donc, en fait, voilà. En fait, moi, pour répondre finalement dans le cadre de la prévention, comment améliorer les choses, bien, c'est justement grâce à ce projet, on a pu rentrer en lien avec la faculté de médecine pour présenter ce projet de Rambouillet, et tout de suite, ils ont adhéré au projet dans le sens où finalement la prévention et notamment la santé publique, elle doit être remise au goût du jour, ça c'est une évidence, et au travers du service sanitaire. Et je pense que le service sanitaire peut être vraiment une option très intéressante, c'est-à-dire que les élèves de médecine sont tenus de faire, dans le cadre de leur cursus, des actions de prévention. Et donc, ça a été finalement c'est assez novateur, c'est assez récent, c'est assez nouveau. Et j'allais dire que c'est absolument indispensable. Et ça, pour moi, ça doit devenir une obligation, la santé publique pour les jeunes médecins. Encore une fois, j'ai bientôt 50 ans. Bon, la santé publique, ça fait longtemps que je m'y intéresse, la santé globale, mais finalement, les médecins, autant que nous sommes, la santé publique, mais ça faisait partie des rares heures de notre cursus médical, alors que c'est prioritaire par-dessus tout. Et donc, on devrait tous avoir un stage de santé publique obligatoire. Et finalement, des actions de prévention, elles découlent de cette santé publique, de ce qu'on peut apprendre au travers des cours de santé publique. Donc, le service sanitaire qui a été mis en place récemment va nous permettre, dans le cadre du projet à Rambouillet, de détacher 5 étudiants en médecine qui vont venir épauler et former finalement les élèves. Et je trouve ça absolument génial. Et moi, mon idée, c'est pas seulement la Covid, c'est de développer des actions de prévention toute l'année grâce à ces étudiants en médecine, mais pas seulement. Et de redonner le goût à tous les médecins de France et de Navarre, le goût de la prévention. Parce qu'on a le goût du soin quand on est médecin, mais on n'a pas le goût de la prévention, pas suffisamment. Et pourtant, on devrait être des acteurs de prévention par-dessus tout, et je pense qu'on n'est pas suffisamment pertinent de ce côté-là. Voilà. Et donc, on peut développer plein d'actions. Il y a 10 000 actions possibles, et je pense que les municipalités nous suivront. Merci Guillaume. Merci Guillaume là-dessus. Je veux dire que oui, tout ce qu'on disait là, ça suscite plein de trucs dans le chat. Je vois que Laurent Madec, par exemple, nous dit le HESP est en train de mettre à disposition de toutes les structures qui le souhaitent un module de formation à distance, ambassadeur de prévention Covid. Quelqu'un d'autre nous dit, Hélène Vigneault, nous dit le contrat local de santé, est-ce que ça va se développer? Donc là, peut-être, madame, je vous s'interviewer aussi là-dessus. Et puis, par exemple, des études qui sont en cours au CHU de Bordeaux ou autre. Et moi, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que c'est le maillage, c'est-à-dire que vous avez commencé, si je peux me permettre, par aller sauter sur le lycée et là, c'est une très très belle caisse de résonance. Là, maintenant, vous allez sur la faculté et voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis médecin libéral, je suis pas médecin de santé publique. La prévention par les pairs, c'est quelque chose de quand même, comme disait Madame Agnès Lebrun, il faut quand même que ça soit assez structuré et faire les choses à l'envers. C'est pas évident d'aller former des enfants
parce qu'il ne faut pas qu'ils soient stigmatisés par leurs petits copains quand ils vont devoir former leurs collègues, que ça ne devienne pas entre guillemets des faillots. Enfin bref, il y a tout un processus quand même de formation indispensable. Donc c'est vrai que s'appuyer sur des professionnels de santé publique, c'est drôlement intéressant. Et puis en plus, on apprend plein de choses et on découvre plein de choses. Je passe la parole à Jacques et peut-être qu'on demandera tout à l'heure, Laurent Madec, si vous pouvez dire un mot. Jacques Rabussard. Je pense qu'il y a vraiment de dialogue de santé publique, il y a une problématique extrêmement importante actuellement qui est la question du vaccin, c'est-à-dire que le vaccin présente aussi un risque de démobilisation considérable parmi les jeunes en particulier qui ne se sentent pas particulièrement, qui n'ont pas de grande peur vis-à-vis du virus. Et alors qu'on sait que le vaccin ne sera pas forcément accepté par une grande majorité de la population française, il y a ces facteurs de démobilisation. Et quel est le discours à tenir finalement et par qui à travers les pairs? Et je pense que ça, c'est une problématique extrêmement importante et je pense que nous sommes en retard vis-à-vis de ce risque de troisième vague, alors qu'on annonce le début des campagnes de vaccination, mais qui vont s'étaler sur toute l'année prochaine. Là, on a une fenêtre de risque importante et le discours de santé publique à tenir ne va pas de soi. Il a besoin d'être construit et d'être porté par des pairs et qui sont au-delà des médecins. Et c'est pour ça que les jeunes sont probablement une très bonne cible aussi. Et voilà. Et donc, la question, c'est comment on fait cette mayonnaise entre, d'une part, les municipalités qui ont quand même disons, une tour de contrôle et qui ont un certain nombre de moyens d'action, la communauté des médecins et la communauté éducative. Et c'est cette action ensemble qui peut donner des résultats, non seulement, encore une fois, en termes de solidarité, mais d'amélioration de la prévention, qui est une clé pour réduire la durée de cette crise. Vous permettez que j'intervienne ? Volontiers. Alors juste, pardon, parce que il y a quelqu'un qui est très discipliné. Non, c'est pas toi, Philippe. C'est Nathalie de Lacoste à qui je voulais passer la parole tout à l'heure. Donc, est-ce que je peux me permettre, Madame Je vous en prie, bien sûr. De lui passer la parole. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Là, j'essaye de vous repérer dans la liste. Pardon. Nathalie, si vous êtes là, je vous appelle carrément par votre prénom et on ne s'est parlé qu'une fois. Je vous passerai. Ah ben, je vois que son micro est fermé. Je vais lui ouvrir. Ah ben non, elle ne veut pas l'ouvrir. Ben alors, Nathalie. Vous m'entendez? Eh ben voilà, oui, on vous entend. C'est bon. D'accord. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je suis directrice de CCAS. Donc les CCAS ont eu un rôle particulier et continuent à avoir un rôle particulier sur le terrain. Donc déjà pour rebondir par rapport à ce que disait Madame Lebrun concernant les bénévoles, juste une petite parenthèse. Effectivement, le métier d'accompagnement ne s'invente pas et donc ça demande une vraie professionnalisation. Donc parfois on dit le social, voilà, on peut faire de l'accompagnement sans avoir d'expérience et de formation. Donc effectivement, ça nécessite une professionnalisation et nous sommes très vigilants sur les bénévoles que voilà, nous conduisons vers des personnes accompagnées parce que on peut avoir de mauvaises surprises. Donc là, je vous rejoins complètement, Madame Lebrun. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, en ce qui concerne l'action entre la prévention, sur la question de la prévention, Madame le docteur tout à l'heure parlait des CPTS, donc les coordinations territoriales. Effectivement, pour le coup, entre la santé et le social, je pense que il faut avoir des ponts et je pense que le médical doit s'orienter, à s'ouvrir sur le social et le social doit s'ouvrir sur le médical. Et je pense que cette question de prévention, c'est vraiment sur les territoires entre CPTS, CCAS. On parlait, il y avait une question sur les contrats locaux de santé tout à l'heure également. Pour le coup, tous ces dispositifs et toutes ces institutions doivent travailler ensemble pour se mettre en lien et voilà, associer le médical et le social sur le terme de la prévention. Et sur les territoires, je pense que c'est une question d'avenir. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de cela. Ensuite, sur la question de la santé par les pairs, ça me semble très important également. C'est un travail qu'on doit mettre en œuvre. 30 secondes sur les pairs. 30 secondes sur les pairs, pas plus. D'accord. Donc, bon, voilà, c'est un travail qu'on doit mettre en œuvre. Maintenant, je pense que les CCAS doivent réfléchir et avancer sur cette question-là. Voilà, c'est pas une question forcément que tous mes collègues, voilà, on saisit pour l'instant, mais je pense effectivement c'est un chemin également. Voilà, pour 30 secondes.
Je vous entends plus, je vous entends pas. Oui, ce qu'on a beaucoup apprécié dans ce que vous disiez, c'est qu'on voit bien qu'à la fois il faut effectivement un professionnalisme et une rigueur dans le pilotage, la mise en œuvre, la sélection des moyens pour pas faire n'importe quoi. Et en même temps, moi, justement, ce pourquoi on s'est parlé l'autre jour, c'est que en même temps vous utilisez tous les moyens et les outils nouveaux. Et par exemple, vous me disiez que vous aviez créé pour justement mailler de l'information, développer une information efficace et pertinente. Vous faisiez non seulement feu de tout bois, mais feu de WhatsApp, par exemple. Voilà, ce que je voulais vous partager avec vous, effectivement, c'est qu'au sein de l'Union départementale des CCAS de Seine-Saint-Denis, pendant le mois d'avril, s'est développé un WhatsApp, effectivement, qui reliait l'ensemble des directeurs de CCAS pour échanger ensemble au niveau des informations, notamment concernant l'aide alimentaire ou d'autres informations. Donc, c'est un outil très simple. On a mis en place ce dispositif, voilà, très utile, somme toute, pour la communauté des directeurs. Et donc, Monsieur Repussard, tout à l'heure, parlait de l'individu et effectivement, on a repositionné le directeur en tant qu'individu dans un collectif de directeurs pour pouvoir échanger et pour pouvoir lutter contre cette notion d'isolement des directeurs de CCAS qu'ils pouvaient connaître pendant cette période de Covid. Et ça, c'était très pratique, très utile. Et somme toute, c'était un petit dispositif, mais qui a vraiment été, qui a permis de créer du lien entre les directeurs. Merci, voilà. Merci à vous et merci de ce témoignage. Effectivement, ça nous rappelle. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, je ne sais plus si c'était la fois dernière ou la fois d'avant, donc on avait notre truc sur des briefings Covid. Eh bien, vous aviez, oui, c'est ça, et vous aviez celui qui était justement le docteur TGV Covid, qui nous racontait que finalement, il avait monté tout un tas de réseaux WhatsApp, et ce qui permettait une réactivité, un échange d'informations pour le coup à la fois précise et opérationnel, que rien d'autre ne le permettait. Alors, Philippe, donc c'est Philippe Ginoux qui est. Oui, je vous entends pas. Aussi bien au docteur Ricard qu'à vous-même, qu'à Madame Lebrun. Au niveau des municipalités, est-ce qu'il y a eu une capillarité avec les associations d'entreprises ou avec les services de santé au travail, puisqu'on est bien le CERF Entreprises et Santé, parce que cette capillarité peut permettre d'avoir une action encore un peu plus démultipliée, ce qu'évoquait Jacques Rebussard tout à l'heure, ou ce qu'évoquait Madame Lebrun. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu un petit peu cette démultiplication et si vous aviez réussi, sinon à les mobiliser, du moins à toucher les services de santé au travail qui suivent les entreprises, car avant tout, un travailleur est aussi un citoyen. Je peux me permettre la question plutôt pour à la fois pour notre collectif de Rambouillet et puis pour Madame Lebrun aussi si vous voulez bien. Alors Madame Lebrun, c'est à vous parce oui. Que si vous voilà. Alors vous m'entendez, je crois. Vous m'entendez, oui. Vous entendez, la caméra, on est très triste. Vraiment, je souscris complètement à tout ce que vient de dire la directrice du CCAS. C'est vraiment très important qu'il y ait ce maillage. Et puis aussi que tous ceux qui sont à la manœuvre ne soient pas seuls. C'est-à-dire qu'il est non seulement pour l'échange de bonnes pratiques, mais aussi pour tout simplement pouvoir décupler à la fois l'énergie et puis le sang-froid. Parce que l'énergie et le sang-froid doivent impérativement être corrélés. C'est tout ce qui ressort de ce qui vient d'être dit, c'est la territorialisation. Et donc, ce qui vaut à un endroit ne vaut pas à un autre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'Association des maires de France, nous avons observé, en tout cas en leçon à retirer de la première vague, qu'il y avait deux choses qui n'allaient pas. La première, c'est que la médecine de ville n'était pas associée dans la première vague. Et la seconde, c'est que le ministère de la Santé s'est vu confier une délégation, une responsabilité qu'il n'a pas particulièrement assumée. En tout cas, on peut le penser et même peut-être argumenter pour dire que ça n'était pas tout à fait au rendez-vous qu'on souhaitait, mais pour une raison qui n'est pas du fait du ministère de la Santé. C'est tout simplement que le ministère de la Santé est un producteur de normes. Les associations régionales de santé déclinent de la norme du ministère de la Santé et fait comme il peut avec les moyens et avec la philosophie qui est la sienne. Et nous pensions, nous, que le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la logistique par excellence, aurait été beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace et surtout aurait permis précisément
de faire cette intermédiation avec tous les acteurs. Et cette capillarité dont vous parliez, bien sûr que nous l'avons mise en place, mais avec une certaine maladresse. Je veux dire qu'elle n'était pas forcément identifiée. On l'a fait et après on s'est dit voilà ce qu'on a fait et donc on mettait une formulation sur ce que nous avions fait. C'était le rapport avec les chambres de commerce, un rapport avec les chambres d'agriculture, parce que il faut pas oublier les agriculteurs lorsque nous sommes dans zone de production agricole, c'est un maillon particulièrement évidemment important. Et également la médecine de ville. Mais tout ça, c'est les pompiers aussi, par exemple. Les pompiers, c'est très important. Mais ça s'est fait d'une façon assez, même pas spontanée. Ça s'est fait parce que dans l'exacerbation du moment, il allait de soi qu'il fallait que l'on se tourne vers ses interlocuteurs. Si le ministère de l'Intérieur, je ne refais pas l'histoire, mais si le ministère de l'Intérieur avait été à la manœuvre, eh bien, ces cadres-là auraient été posés beaucoup plus vite et, à mon avis, auraient été beaucoup plus efficaces. Maintenant, c'est fait. Et la première leçon est tirée. Et effectivement, là, depuis très peu, la médecine de ville a été beaucoup plus associée. Et on pourrait d'ailleurs élargir le propos sur la relation entre l'hospitalier privé et l'hospitalier public. On a vu des trains TGV nous amener d'hôpitaux publics des malades à grands frais, il faut le dire, avec une réussite tout à fait mesurée, puisque évidemment les patients étaient en mauvais état, alors même qu'il y avait des lits de réa dans des établissements privés. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faudra quand même qu'on se penche et qu'on fasse évoluer aussi les choses de ce point de vue. Pour ce qui est de la prévention, en une phrase. Je vous interromps 30 secondes avant que vous repreniez pour la prévention et on s'est bien dit que nous allions faire un débrief Covid 2 puisqu'on avait fait un premier épisode là début novembre notamment sur ces questions-là, c'est-à-dire la mobilisation ou pas de l'hospitalisation privée et l'autre chose aussi, c'est peut-être pas pour rien que c'est à Rambouillet qu'on est tombé sur Rambouillet ou que Rambouillet a surgi. Je vous montrerai tout à l'heure, ou je vous remontrerai là une petite photo du docteur Carré-Courtois recevant une médaille pour ça, avec en même temps le centre hospitalier de Rambouillet. C'est que ils se sont d'eux-mêmes mobilisés très vite là-dessus. Pardon, je vous repasse la parole. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Pour ce qui est de la prévention, évidemment, vous avez raison et il faut absolument que nous tirions en une formule, il faut que nous passions. Je pense qu'il y a une étude sémantique, d'ailleurs un peu fine à faire de toutes les formules qui ont été utilisées par le pouvoir central. C'est-à-dire que vous vous souvenez, la première formule, ça a été protégez-vous. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il aurait fallu dire, c'est protégeons-nous les uns les autres. C'est-à-dire que dès le départ, la réciprocité et donc la bienveillance et donc l'appropriation et donc la responsabilisation auraient dû être au centre du jeu. Ça n'a pas été le cas et du coup, on est dans l'histoire du feu rouge. Pourquoi s'arrête-t-on à un feu rouge? Pour ne pas avoir d'amende? Non, on ne s'arrête pas à un feu rouge parce qu'il ne faut pas le faire pour pouvoir protéger celui qui va passer. Et c'est exactement là-dedans qu'on est maintenant, c'est-à-dire qu'il faut que l'on progresse pour faire en sorte que ce maillage parfois inhabituel, parfois spontané, parfois organisé, deviennent véritablement interactifs et permettent surtout de ne pas seulement être horizontal, permettre aussi de prendre de la hauteur, pour filer la métaphore, et permettre de construire des modèles qui seront forcément des modèles territoriaux, parce qu'encore une fois, dans une ville où il y a un CHU, ça n'est pas la même chose que dans une ville où il y a un hôpital de proximité, ou dans une commune rurale où il n'y en a pas. S'il y a un lycée, ça n'est pas la même chose que s'il y a simplement du premier degré des écoles primaires. Il y a des CCAS qui fonctionnent de façon très, très différenciée suivant la taille et la strate de la commune. Donc, à chacun de faire en quelque sorte, entre guillemets, son projet d'établissement. C'est-à-dire que, effectivement, le maire, les élus locaux peuvent donner la ligne. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, il faut avoir une vision politique, il faut avoir le souci, le souhait de le faire. Et on revient, alors non seulement aux plus fragiles, mais on revient au lien que l'on veut tisser avec sa population, avec ses administrés. Est-ce que c'est un lien de responsabilisation? Est-ce que c'est un lien de consommation? Est-ce que c'est un lien utilitariste? Il y a tous les genres, si je puis dire les choses comme ça. Il y a tous les styles, il y a tous les genres. Et puis, il y a aussi des cultures, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'association, où le milieu associatif est très pauvre.
il y a des endroits où le milieu associatif est très développé. Et donc, à chaque fois, à chaque entité, le soin de construire quelque chose qui soit non pas un modèle duplicable, parce que rien n'est duplicable, je crois, en la matière, mais le cadre général, on peut le poser. Nous demandons, nous d'ailleurs, un cadre national, nous l'avons toujours demandé, mais à l'intérieur de ce cadre national, nous demandons impérativement à ce que la différenciation, si vous suivez un peu les travaux du Parlement, c'est l'un des D de la loi 3D et même parfois 4D, c'est la différenciation avec de la décentralisation. Non pas pour se délester de quelque chose, mais parce que quand le cadre national est bien posé, eh bien la différenciation locale permet d'être beaucoup plus affûté, beaucoup plus affiné, et au final que les bénéficiaires en bout de chaîne soient les mieux protégés. Merci à vous, c'est d'une grande clarté, très porteur. Juste 30 secondes. Moi, ça me rappelle, si je peux me permettre, mes cours de droit constitutionnel où il faut savoir effectivement dans quelle logique on est. Est-ce qu'on est dans de la déconcentration ou est-ce qu'on est dans de la vraie décentralisation? Absolument. Et ça, c'est bien, globalement, c'est bien la question parce que souvent on a pour le coup, vous parlez de sémantique, mais on a une sémantique qui nappe, comme aurait dit l'autre avec son appel dans les cuisines bourgeoises.